Bonjour à tous, donc il est 11 heures, donc on va démarrer ce web séminaire. Alors juste pour être bien sûr que vous m'entendez et vous nous entendez bien, est-ce que quelqu'un peut réagir sur le chat pour bien m'assurer que tout le monde nous entend? Ok, le son est parfait, donc ben, merci à vous en tout cas de votre présence pour ce troisième web séminaire de l'année, donc prévu et programmé dans le cadre du programme de professionnalisation 2016. Donc sur un sujet ô combien important, à savoir l'entretien professionnel. Donc, il fait suite notamment au web séminaire qui s'est déroulé le 6 janvier dernier et que j'ai eu le plaisir d'animer avec Florent Guittard du CRT Limousin, et donc qui portait précisément sur la réforme de la formation professionnelle. Donc après, sans plus attendre, je vais vous présenter la personne qui est à mes côtés et qui nous fait l'honneur de venir nous présenter finalement l'entretien professionnel et qui va nous le décrypter pendant 1 heure. Donc à savoir Mylène Dez, donc du cabinet Mylène Dez Formation, donc qui est formatrice depuis quelques années maintenant et donc qui est spécialiste des questions RH, on va dire, en entreprise et donc qui nous permettra finalement d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on entend par entretien professionnel et finalement quelle est la posture en tant qu'employeur, en tant que salarié, quelle est la posture adoptée avant, pendant et puis peut-être après aussi l'entretien professionnel. Donc voilà, donc ça c'est un point important. Je vais pas être très long, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. En tout cas, je vais terminer cette petite introduction en vous rappelant donc également donc le web séminaire qui est programmé aussi le 6 avril et qui s'intitule Bâtir son plan de formation, qui s'inscrit dans une certaine logique suite aux entretiens professionnels. Et également celui donc qui se déroulera le 21 septembre sur les conditions de travail, la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux au travail. Donc voilà, donc on est vraiment dans cet esprit en fait de palette un petit peu de web séminaire et de formation au service des managers et des salariés de la branche tourisme à l'échelle de la grande région. Alors pour certains, c'est peut-être votre premier web séminaire, donc pour vous présenter brièvement les règles du jeu, bah, en fait elles sont très simples, c'est-à-dire que pendant 3 quarts d'heure, donc Mylène va assurer sa présentation et vous aurez donc toute liberté d'utiliser le chat qui se situe en bas à droite pour poser aussi les questions que vous vous posez donc suite à ce web séminaire. Donc voilà, pour faciliter aussi les interactions en live par rapport aux différents points qui seront évoqués par Mylène. Et donc, 3 quarts d'heure de présentation de Mylène. Et ensuite, donc, on consacrera peut-être 15 minutes, 20 minutes donc pour ces questions et puis bah, pour essayer de tenter de répondre du mieux possible à vos questions. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais m'éclipser dans mon bureau, puis je vais laisser Mylène dans sa bulle pendant 3 quarts d'heure, en tout cas pour qu'elle puisse vous exposer finalement sa présentation. Voilà, je te laisse activer les diapos ici. Et je m'éclipse. Merci Fabien. Alors bonjour à tous et à toutes et ben, tous mes voeux de réussite, de bonheur pour la nouvelle année. Voilà, je trouve que Fabien a mis un peu la barre un peu haut en me présentant comme spécialiste, donc peut-être qu'on oublie ce mot-là. Mais en tout cas, effectivement, je vais essayer de vous transmettre toutes mes connaissances concernant l'entretien professionnel. Et si par cas, il y avait des questions auxquelles je ne sais pas répondre, bien sûr, j'irai chercher l'information et je reviendrai vers vous. Alors, si je fais des erreurs de manipulation, surtout soyez indulgents car c'est mon premier web séminaire. Donc, je commence. Voilà. Alors, quelques rappels sur tout simplement les principes légaux de l'entretien professionnel sans détailler puisqu'il y a eu le précédent web séminaire là-dessus. À savoir quand même que c'est un entretien donc, qui est devenu obligatoire depuis 2009, même s'il existait au préalable, parce que ce n'est pas nouveau, mais la principale nouveauté, c'est que depuis mars 2014, il est contrôlé. Il est contrôlé et il sera sanctionné pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ne mettront pas en œuvre cet entretien professionnel. Alors pour les entreprises de moins de 50 salariés, ben, la loi est silencieuse, mais sachez en tout cas qu'en cas de conflit avec le salarié, par exemple, l'absence d'entretien pourrait être interprétée comme discriminatoire et donc faute de l'employeur en fonction en tout cas du conflit que pourrait poser le salarié. Il est donc obligatoire pour toutes les entreprises, donc pour les
toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Pour qui? C'est tous les salariés, alors on va dire de base en CDI, mais c'est surtout tous les salariés ayant acquis au moins 2 ans d'ancienneté. Donc, également des personnes qui sont en contrat en alternance et bien sûr des CDD, même si en règle générale un CDD est d'une durée maximale de 18 mois. Il n'empêche que quand il est en remplacement de personnes, de personnel absent et pas en surcroît d'activité, il peut durer bien plus de 18 mois. Donc, dans ce cas-là, la logique veut que l'on fasse passer un entretien professionnel, mais pas des intérimaires, même s'ils étaient là en remplacement de personnel absent, même s'ils sont présents depuis 2 ans dans l'entreprise, puisque c'est à leur employeur, c'est-à-dire l'agence d'intérim, de faire passer cet entretien, puisque c'est leur employeur. Voilà, et après, sont exonérés également du personnel qui est mis à disposition en infogérance, etc. Bien sûr, c'est un entretien qui est totalement différent de l'entretien d'évaluation. Nous aurons 2 slides là-dessus pour bien faire la différence. Il est à votre initiative, l'employeur, et fait l'objet d'un compte rendu écrit. Alors, il peut y avoir, si pour tous les salariés, les fameux CDD, il peut y avoir le quid des CDD, je pense, dans votre cas, que vous prenez régulièrement en saison. Donc, s'ils n'ont pas plus de 2 ans d'ancienneté, vous n'êtes pas obligé. Mais d'un point de vue logique managérial, si vous avez des CDD qui viennent depuis 3, 4 ans, même qui viennent que 4 mois l'été, par exemple, ça serait peut-être pas mal d'envisager un entretien professionnel pour pas qu'il y ait un management à 2 vitesses. Mais c'est plus une histoire d'éthique que d'obligation. Alors, les objectifs sur la loi de cet entretien professionnel, les objectifs pour le salarié, 3 objectifs principaux. C'est être informé de la stratégie de l'entreprise et son impact sur l'évolution des métiers et des compétences qui sont requises dans l'exercice de leur métier. Identifier aussi les actions qualifiantes et non qualifiantes pour amener en tout cas dans le parcours de l'évolution professionnelle et surtout que les salariés soient accompagnés dans la construction de leur projet professionnel, ce qui paraît évident. Pour l'entreprise, quels sont les objectifs? C'est identifier les compétences professionnelles dont vous disposez en interne. Un autre objectif intéressant, c'est de fidéliser et de faire évoluer les collaborateurs. Tout simplement aussi pour anticiper les évolutions dans une dynamique, j'ai envie de dire GPEC, qui va vous permettre également de construire votre fameux plan de formation à venir, où je vous rappelle qu'il y aura un web séminaire le 6 avril fait par la MOPA. Voilà. L'intégration des entretiens professionnels, pour moi, c'est adopter un outil de logique d'investissement et non plus un outil de logique de dépense de formation comme c'était avant, en tout cas chez certains. Tout le monde n'était pas forcément dans une logique de dépense, mais d'investissement. Mais sachez que beaucoup d'entreprises n'étaient pas dans cette logique-là. Alors, périodicité tous les 2 ans, les premiers entretiens professionnels doivent donc se tenir entre le 7 mars 2014 et le 7 mars 2016. À fin 2015, seuls 20% des entreprises avaient parlé de cet entretien professionnel salarié, donc tout le monde est un peu dans le rush là maintenant, ce premier trimestre 2016. Alors, il est systématique donc au bout des 2 ans, mais il doit être systématique aussi à toute personne qui a eu une absence prolongée. Alors, on entend par absence prolongée des absences hors congés normaux, mais disons congé maternité, congé parental, d'adoption. Je vous en ai listé certains, mais ça peut être aussi un congé sabbatique, par contre volontaire, on va dire d'une durée de 6 mois environ, quoi. Il n'y a pas de nombre fixé exactement, de temps fixé, pardon. Et on dit qu'on doit refaire passer cet entretien donc au retour du salarié absent, mais la loi ne fixe pas le délai après le retour du salarié absent. Donc on va dire, il parle uniquement du délai raisonnable, c'est le mot qui est employé. J'entends moi par raisonnable dans les 1 ou 2 mois qui suivent son retour, ça paraît assez logique. On va donc passer un entretien tous les 2 ans et à la 3e fois, ça devient un état des lieux. Enfin, il y a l'entretien professionnel plus un état des lieux.
Donc, l'état des lieux, en fait, il va vérifier que vous avez bien mis en place ces entretiens professionnels et qu'il y a eu la mise en œuvre de certaines actions durant ces 6 années. Donc, il faut qu'il y ait 2 ou 3, enfin minimum 2 actions qui étaient mises en œuvre pour le salarié, à savoir qu'il ait au moins suivi une action de formation. Donc, on entend par action de formation, les actions de formation, donc au niveau de l'évolution des compétences du salarié, sont maintenant exclues les actions de formation qui peuvent être de type CACES, habilitation électrique, alors peut-être qu'ils ne vous concernent pas de chez vos salariés, mais les fameuses habilitations qui sont nécessaires dans l'exercice de ces fonctions. Donc, au moins suivi une action de formation, acquis un des éléments de la certification professionnelle par la formation, donc ça peut être aussi par la validation, la VAE qu'on appelle, validation des acquis, ou qu'il ait eu une progression salariale et professionnelle. Donc, attention, une prime exceptionnelle donnée à un salarié n'est pas considérée comme une progression salariale, on est très clair. Il faut qu'il y ait une réelle... La prime va être juste la récompense d'un travail effectué. Et tout ce qui va être augmentation salariale qui est donnée par l'accord de branche ou tout simplement par le gouvernement qui dit hop, au 1er janvier, augmentation du SMIC, tout ça n'est pas considéré comme une progression salariale. Donc, je vous rappelle que les entreprises de plus de 50 salariés seront sanctionnées si l'employeur n'a pas organisé les entretiens et s'il n'a pas bénéficié au moins des mesures que l'on a citées. Et dans ce cas, donc, je ne vais pas venir en détail, mais sachez quand même que le fameux CPF, le compte personnel de formation, qui est mis en place maintenant dans le cadre de cette réforme, est abondé de 100 heures pour un salarié à temps complet et 130 heures pour un salarié à temps partiel, multiplié par 30 euros, ce qui fait donc non seulement on donne des heures supplémentaires au salarié qui n'en a pas bénéficié, et il pourra avoir des formations supplémentaires, et l'entreprise est pénalisée donc dans un cas de 3 000 euros et dans l'autre cas de 3 900 euros. Alors, si on fait un scénario, entrée en vigueur 7 mars 2014, avant le mois de mars qui arrive, le 7, le premier entretien professionnel doit être réalisé pour tous vos salariés de plus de 2 ans d'ancienneté, ou qui arrivent, soyons aussi logiques. Le deuxième entretien se fera avant le 7 mars 2018 et avant 2020, le troisième entretien professionnel, plus ce fameux état des lieux dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Ça, c'est un scénario normal, classique. Scénario avec un entretien de reprise. Imaginons que vous avez un congé maternité dans votre office ou un autre congé, peu importe. Pareil, on repart avec les mêmes dates. Entrée en vigueur, 7 mars 2014. Premier entretien, 7 mars 2016. Et puis là, vous avez une personne qui part en congé maternité de mars à juin 2017. Donc, à son retour de maternité, juin, voire juillet au plus tard, deuxième entretien professionnel. Et donc, le troisième entretien devra avoir lieu avant juin 2019. Alors, le gros avantage pour l'entreprise, le collaborateur et vous-même, le manager, bah, c'est quand même communiquer sur la stratégie, tenir informés les salariés des grands changements qu'il va y avoir, de la politique à mener sur les années à venir. Ça permet à l'entreprise de repérer les compétences disponibles, permettre de faire évoluer les salariés, les fidéliser. C'est aussi un gros outil de fidélisation puisqu'on va le voir, c'est quand même un acte de management pour moi. Connaître et anticiper tous les projets de mobilité interne ou externe dans l'entreprise. Donc ça aussi, ça peut être hyper intéressant et vous faciliter la construction du plan de formation comme je l'ai expliqué tout à l'heure et surtout vous permettre de vous outiller dans une démarche GPEC. Pour le collaborateur, c'est avoir accès à des informations qu'il n'avait pas forcément dans toutes les structures jusqu'à présent, c'est-à-dire que toute modification qui peut avoir un impact sur son poste ben, doit lui être communiqué. Alors, on verra tout à l'heure, hein, mais ça peut aller jusqu'au départ en retraite de quelqu'un, l'embauche de quelqu'un, il faut qu'il soit au courant. L'informer sur les possibilités qui s'ouvrent à lui pour être mobile dans l'entreprise et voire dans le secteur entier.
un véritable moment d'échange où il va pouvoir s'exprimer, parler sur son activité professionnelle et les motivations qu'il a, les difficultés qu'il rencontre. Alors, toujours par rapport aux compétences, on n'est pas sur les résultats des efforts fournis ou par rapport aux objectifs demandés. Et ça lui permet maintenant d'être acteur de son évolution professionnelle. Parce que, alors, autant je ne le rencontre pas forcément dans les offices du tourisme, autant dans beaucoup d'entreprises, ils ne pouvaient pas être acteurs de leur évolution professionnelle. Voilà, alors pour le manager direct, alors oui, qui fait passer l'entretien? C'est le manager direct, ça peut être le responsable, ça peut être quelqu'un qui est nommé par les RH et le manager. Donc, c'est bien créer ce lien qu'il va y avoir entre les deux et connaître les projets professionnels des collaborateurs qui seront donc aussi retransmis à l'entreprise. Identifier les besoins en formation, gérer les compétences, enfin on retombe un petit peu sur les mêmes objectifs. Alors, juste deux slides pour vous faire bien une bonne différence entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel. L'entretien annuel, il n'est pas réglementé par le Code du travail. L'entretien professionnel, si. L'entretien annuel, c'est surtout, on va analyser le combien tu as fait. L'entretien professionnel, c'est comment tu peux faire pour y arriver et comment tu peux faire aussi pour l'avenir. L'entretien annuel, on apprécie des résultats, alors que dans l'entretien professionnel, on analyse des compétences, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Dans l'entretien annuel, on explique à son collaborateur le sens de sa mission. L'entretien professionnel, c'est plus une évolution du salarié, c'est une mise en perspective de son parcours professionnel. Voilà, et bien sûr, des objectifs dans le cas de l'un et des solutions formatives de l'autre. Il est bien évident que c'est un acte de management, les deux, de différentes façons. Pourquoi? Parce que par exemple, l'entretien annuel, il a une logique d'évaluation de la performance, alors que l'entretien professionnel, c'est plus une logique, j'ai envie de dire, de coaching. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, mais moi, ça me parle en tout cas, je ne sais pas pour vous. L'objectif, on évalue la performance, l'autre, on aide à pointer une compétence pour une mission, effectivement, qui est donnée dans le cadre de son travail, et une compétence qui peut être améliorée. Le ton de l'entretien annuel, bien sûr, c'est un ton beaucoup plus formel, même s'il est dans un véritable échange, mais le ton de l'entretien professionnel doit être totalement décontracté. Il n'y a aucun enjeu d'évaluation. C'est offrir de l'aide à son collaborateur et donc ça, vous devez vraiment bien leur préciser au départ de façon à ce qu'il le prépare bien. On va y revenir sur la préparation, qu'il le prépare bien, qu'il soit à l'aise, qu'il soit honnête, qu'il soit franc, etc. Fréquence, souvent l'entretien annuel, comme son nom l'indique, c'est annuel, et le professionnel tous les 2 ans avec un bilan tous les 6 ans. Et le suivi, l'entretien professionnel, il va être suivi plutôt en continu par rapport à des choses décidées ensemble, et sinon tous les 2 ans, alors que l'entretien annuel, là, c'est souvent suivant les actions que l'on a déterminées ensemble, mais je vous invite toujours à suivre un entretien annuel bien régulièrement. Alors, que deviennent les autres entretiens? Peuvent me demander certains. Il y avait déjà les entretiens de seconde partie de carrière, bilan d'étape professionnelle. Il existait déjà ce fameux entretien après un congé maternité ou tout ce qui est relatif à l'éducation ou l'adoption des enfants. Bon, tous ces entretiens disparaissent et sont remplacés par ce fameux entretien professionnel. Alors, quel formalisme? Vous devez informer dès l'embauche maintenant par écrit votre collaborateur. Soit vous lui faites une note à part, soit vous l'intégrez dans le contrat de travail. Donc, je vous ai mis un exemple de mention à intégrer dans le contrat de travail, si vous préférez le faire de cette façon-là. Peu importe, les deux sont valables. La convocation à l'entretien se fait par écrit. Vous devez conserver absolument cette convocation écrite au moins jusqu'à ce que l'entretien ait eu lieu et qu'il ait été signé des deux parties. Car on rencontre dans des entreprises, je l'ai encore vécu la semaine dernière, il y a des gens qui ne veulent pas venir à cet entretien professionnel
Ils n'en ont rien à faire, ça ne les intéresse pas et c'est leur droit. Il y en a qui sont à 3 mois de la retraite, donc ils ne veulent pas le suivre. D'autres, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas faire de formation. Pour l'instant, en tout cas, il y a une méfiance qui est encore instaurée. Donc là, l'employeur doit prouver qu'il a proposé à son salarié l'entretien professionnel et le refus du salarié doit être fait par écrit puisque vous devez pouvoir justifier qu'il l'a refusé. Quand alors on verra, vous allez donner une grille de préparation à vos salariés, vous vous préparez de votre côté, mais il y a le compte rendu donc qui va être écrit en commun ensemble et qui sera signé des deux parties. Les signatures ne sont pas obligatoires, mais je vous les conseille, elles sont recommandées. Les signatures ne valent pas accord ou engagement des parties concernées. Si dans ce rapport, à un moment donné, vous dites, ben oui, on peut prévoir telle action de formation, attention, ce n'est pas un engagement de votre part, c'est juste un engagement comme quoi vous en avez parlé, que vous allez analyser cette action avec eux. Donc, vous rédigez un compte rendu, vous avez des modèles de base existants. Alors, je ne sais pas si vous dépendez tous de l'OCA GEFOS, mais la GEFOS a des modèles de base. Moi, j'en ai aussi que je pourrais vous transmettre. Je vais, Fabien Anna, enfin voilà. Il y a des outils un peu partout. Et puis, une fois que tout le monde a signé, vous remettez bien sûr une copie à votre salarié. J'essaie de lire en même temps les questions, mais j'ai un peu de mal. On traitera les questions, si vous voulez bien, en fait, après ma présentation. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, conserver toute trace écrite. Préparer, ça, je vous l'ai dit. Voilà. Hop, on passe. Alors, maintenant, on va être dans la préparation et la conduite de l'entretien professionnel à part entière. Alors, bien le préparer parce que d'abord, il y a des conditions de réussite à avoir, c'est-à-dire bien connaître les activités de son collaborateur. Dans les petites structures, ben, c'est très facile, c'est moins évident dans d'autres structures. Identifier bien sûr les compétences utilisées par votre salarié et les compétences nécessaires à moyen et plus long terme, en tout cas, pour répondre aux évolutions de l'entreprise. Ayez avec vous, bien sûr, la fiche de poste du collaborateur. C'est aussi peut-être un des moments où ça va permettre de réévaluer et de refondre les fiches de poste. Ça peut être nécessaire. Une fiche de poste ne doit pas rester identique pendant X années. Normalement, ça évolue j'ai envie de dire, tous les 3 ans, une fiche de poste évolue. Prenez le référentiel des activités et des compétences, si vous en avez, et une grille des compétences aussi. Si elle n'existe pas, peut-être la créer. Alors, il vous reste peut-être peu de temps pour ce fameux entretien maintenant avant mars 2016, mais ça serait intéressant sinon de créer une grille des compétences nécessaires à l'évolution de l'entreprise. Les points de vigilance, restez bien sûr sur des faits précis et réels, évitez toute subjectivité managériale, puisque je vous rappelle à ne pas confondre surtout avec l'entretien d'évaluation, où là, normalement, il est aussi un entretien objectif, mais où parfois on a de la subjectivité qui entre en ligne de compte. Alors, préparation par vous. La grille d'entretien, donc vous les retrouvez, je vous dis, sur les sites des AGFOS, de la MOPA, et si vous en voulez d'autres, mais elles se recoupent toutes, donc sont très bien. La fiche de poste, les évolutions, changements passés et futurs, quelles ont été je veux dire, les promotions peut-être que votre salarié a eu, les mutations, quels sont les projets à venir, quelles sont les mutations à venir. Il y a pu en avoir eu qui sont passées et les mutations à venir. Recenser toutes les formations qu'il a suivies ces 2 dernières années. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà un état récapitulatif chez vous, mais sinon, ça peut prendre du temps de récupérer tout ça. Les augmentations de salaire, s'il y a eu. Bon, enfin voilà, tous ces éléments sont importants pour vous préparer. J'ai rajouté un petit côté préparation mentale parce que être réellement conscient des enjeux de l'entretien pour vous, pour lui, pour votre structure. Planifier le rendez-vous, j'ai envie de dire un délai raisonnable. Il faut prévenir le salarié au moins 1 mois à l'avance, mais ça me paraît raisonnable, 1 mois, et vous préparez l'entretien également suffisamment à l'avance et pas la veille pour le lendemain. Quand vous planifierez le rendez-vous, bien sûr, assurez-vous, on le verra, de ne pas être dérangé, vous y consacrez à 100%. Préparez une bonne introduction pour mettre à l'aise votre salarié, puisque les 3 premières minutes, en tout cas, vont influencer le ton donné à l'entretien après.
préparer des questions ouvertes, sachant que je vous en ai mis quelques exemples là dans le support, parce que j'ai assisté à quelques premiers entretiens professionnels et le questionnement fermé revient assez régulièrement et ça, c'est pas très bon pour faciliter et mettre le salarié à l'aise dans les perspectives à venir en tout cas. J'ai des managers qui m'ont encore dit ce mois que ben, ça les fait suer de passer cet entretien. Bon, c'est pour ça que je vous mets, vous programmez positivement. Inscrivez réellement cet entretien dans une démarche constructive et non pas une démarche qui est oh là là, c'est obligatoire. Voilà. Alors, bon, vous présentez l'entretien pour le salarié. Ok, ça on l'a dit. Planifiez le rendez-vous et lui présentez la grille d'entretien. Expliquez-lui un petit peu comment ça se remplit et à quoi elle sert cette grille. Lui, il a son modèle comme base de réflexion pour qu'il puisse préparer l'entretien. Vous avez une grille, lui, il a une grille. Bien sûr, s'il a des questions qu'il ne comprend pas, écoutez-le. Alors, il va se dérouler en 6 étapes, cet entretien. L'accueil du collaborateur, je lui présente réellement les enjeux, les objectifs de l'entretien, l'importance aussi que ça a pour vous. S'il sent que l'importance pour vous, ben, ça aura de l'importance pour lui. Ça sera un mode de reconnaissance. Le bilan des actions et des formations qui ont été suivies donc sur la période écoulée, à savoir les 2 ans depuis mars 2014. Vous allez lui présenter les besoins en compétences associées par rapport aux évolutions des métiers. Vous allez présenter les changements à venir. Vous allez présenter j'ai envie de dire, tous les détails en termes de communication, d'orientation de votre structure. Quatrième partie, c'est là qu'on va commencer à identifier les compétences, lesquelles sont maîtrisées et lesquelles sont à développer dans le cadre de votre projet. Et donc, vous verrez dans la grille de l'entretien, en fait, il y a réellement compétence numéro 1 écrite, compétence numéro 2 où il faut mesurer et qu'est-ce qu'on peut mettre en face. Donc, c'est vraiment des gros pavés de compétences. Suite à ça, ben alors, donc avec un échange, bien sûr, de tous les deux. Et là, vous commencez à co-construire un plan d'action qui est une première ébauche, on est bien d'accord, parce que vous ne pouvez pas tout définir d'un seul coup en 1 heure et demie. Oui, parce que je n'ai pas parlé de la durée, mais enfin, ça me semble raisonnable de faire passer un entretien au moins 1 heure, mais voire 2 heures. Et après, vous faites une synthèse orale avec le suivi qu'il y aura après. Modèle de compte rendu, vous en aurez. Informé. Oui, je pense qu'on peut informer le salarié qui peut refuser l'entretien. Mais je serai vous, je le laisserai venir. Si lui, c'est à lui, je pense, de demander, mais peut-on refuser? Alors ça, je vous l'ai dit, choisir un lieu calme et convivial. Je crois que c'est pas toujours facile dans tous vos offices d'avoir des lieux indépendants, mais il faut s'organiser. Voilà, en aucun cas ça doit être fait avec la présence de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, vous passez la consigne, ne pas déranger et couper les téléphones. Et même si Fabien vous appelle parce qu'il a quelque chose à vous demander, eh bien, vous refusez de le prendre. Alors, vous l'accueillez, mettre à l'aise, définir les objectifs, les étapes, on y revient. Laissez bien le salarié s'exprimer. Ça peut être long pour certains parce qu'ils ne sont pas habitués encore. Et donc, formuler tout ça, même avec une préparation, ça peut être long. Finissez pas les phrases à leur place, s'il vous plaît. Laissez-le s'exprimer jusqu'au bout. Une véritable écoute active va être, fait partie des conditions nécessaires pour bien réussir cet entretien. Solliciter le salarié sur ses souhaits. Il y en a, je l'ai vu aussi, je sais pas, j'ai pas envie, je sais pas quoi faire, j'ai pas de souhait particulier, je suis très bien où je suis, ça me va très bien. Ça, on l'a eu déjà. Ok, donc faut l'aider. Et après, bon, si quelqu'un ne veut pas de formation, ne veut rien, bon, moi j'ai pas de solution, hein. Mais plus ils sont au courant, plus ils le voient de façon positive, plus normalement ça va très bien se passer et les gens vont réellement avoir envie d'avoir une compétence supplémentaire qui leur a apporté parce qu'on peut toujours en trouver pour améliorer notre travail au quotidien et améliorer notre employabilité vers d'autres postes après. Restez neutre, bien sûr, comme dans l'entretien
enfin, rester neutre. Oui, pas comme dans l'entretien annuel, mais rester neutre par rapport à vous, votre positionnement. Alors, on va y venir à un moment donné, c'est-à-dire quand même quand votre image est totalement à l'opposé de celle du salarié, qu'est-ce qu'on peut faire? Préparez donc bien la liste des formations suivies par le collaborateur. La cartographie des parcours professionnels également envisageables dans l'entreprise et voir dans le secteur d'activité. Ça peut être intéressant. Bon, ça, en fait, j'ai mis une diapo qui est un peu de la répète. Donc, vos 5 phases, vous l'accueillez. Première phase, on va analyser toutes les compétences dans le poste. C'est assez long, il faut bien, mais vous serez tranquille parce que vous l'aurez préparé avec votre fameuse grille. Les projets et les perspectives. Par rapport à ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer les compétences de mon salarié? Et on va conclure. Donc, on va revoir maintenant les phases dans le détail. Comment je fais là? Voilà. Alors, je vous ai préparé voilà, des premières questions ouvertes pour les aider à s'exprimer. Présentez bien les règles du jeu et de l'organisation de la prise de parole. J'ai envie de vous dire, vous avez 30%, lui, il a 70%. Ça peut faire sourire peut-être certains. En tout cas, ce que je veux dire, c'est égalitaire, hein, au mieux. Expliquez bien le déroulé, comment ça va se passer, ça sera plus facile pour eux. Alors, la question peut être vaste pour certains. Quel bilan faites-vous des 2 années qui viennent s'écouler? Il y en a qui ne savent pas forcément répondre à cette question. Dans ce cas-là, bien sûr, vous pouvez plus le détailler avec des thèmes plus précis. Alors, ces fameuses compétences dans le poste qui va être la phase 2. Vous avez donc préparé votre grille, vous avez identifié les compétences attendues, et maintenant, vous demandez à votre collaborateur, ben voilà, lui, alors est-ce qu'il a mis les mêmes compétences? Et là, tout va bien, on est en accord. S'il n'a pas fait l'auto-évaluation de cette compétence, ben maintenant, il va falloir l'aider à exprimer quelles sont celles qu'il maîtrise, celles qui pourraient évoluer, celles qu'il souhaiterait acquérir, etc. Mais on peut leur demander, et on doit même, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a déplu. Sachant qu'un salarié, lui, quand il va préparer effectivement depuis les 2 ans qu'il est dans le parcours dans l'entreprise, mais il doit préparer dans son formulaire toutes les formations qu'il a eues, même dans son passé, avant d'être dans votre structure. Il reprend tous les postes qu'il a occupés, il reprend sa formation initiale, les diplômes qu'il a eus, les formations en continu qu'il a eues, même auprès d'autres employeurs. Ça fait partie du gros bilan du premier entretien annuel. Donc, on le laisse s'exprimer librement et il peut avoir, bien sûr, des projets professionnels personnels, c'est-à-dire hors contexte de votre structure. Et c'est intéressant de l'écouter, et parce que d'abord, ça vous apprend que ben, peut-être qu'il ne va pas rester, hein. Peut-être qu'il va rester s'il y a quelque chose à lui proposer, mais peut-être qu'il a un projet professionnel différent. Et donc, on doit l'aider quand même à pouvoir aller à avoir les compétences pour toujours développer cette fameuse employabilité et qu'il arrive à acquérir le nécessaire pour monter à bien son projet professionnel. Alors, c'est là où je vous ai mis quand même confronter les perceptions. Normalement, ça, certains me disent on le fait que dans l'entretien d'annuel. Moi, ça me gêne un peu parce que dans l'entretien professionnel, si j'ai un salarié qui est chez moi, j'en sais rien, qui est secrétaire et qui me dit mais moi j'ai un projet professionnel, c'est de monter ma petite entreprise de service à la personne. Ok, je veux bien. Est-ce que la personne en a les compétences, a les compétences de gestion, a les compétences relationnelles, a les compétences commerciales pour trouver ses clients, parce qu'on ne va pas l'appeler comme ça. Donc, je pense que quand il y a un projet professionnel des personnes, que ce soit un projet interne à l'entreprise ou externe à l'entreprise, c'est intéressant quand même de confronter les perceptions, parce que moi, en tant que manager, je pense que je mettrai en garde mon salarié de façon à être bienveillante, c'est-à-dire veiller au bien de l'autre et lui dire, attention, ça, dans quelle mesure tu peux y arriver, comment tu peux faire, qu'est-ce que tu en penses, voilà. Donc, si imaginons, moi, j'ai vous mes premiers cadres, l'image du manager, mon image est égale à l'image du collaborateur, c'est bon, on avance, on valide et on avance ensemble.
J'ai une image qui est supérieure à mon collaborateur. C'est-à-dire que mon collaborateur, je trouve il manque de confiance en lui, il se dévalorise et il n'arrive pas, il a peur peut-être de prendre même une nouvelle mission qu'il va y avoir dans le cadre de ma structure ou de pouvoir acquérir une nouvelle compétence. Donc là, ben, il va falloir lui faire prendre conscience qu'il se sous-estime. Il va falloir le féliciter, le valoriser, voire peut-être ben, l'accompagner et trouver des formations sur augmenter la confiance en soi, revalider euh, la conscience de soi, l'image de soi, etc. Et si mon image, par contre, elle est inférieure, ça veut dire que mon salarié a une image supérieure à ce que je perçois en tout cas. Donc, vous savez, c'est l'image du petit chaton qui se voit dans un miroir et dans le miroir, il voit un gros lion. Il se voit plus costaud qu'il n'est. C'est là où j'ai envie de leur dire, les aider, les interroger par rapport à des faits concrets. Qu'est-ce qui leur fait penser ça? Qu'est-ce qui les amène à réagir comme ça? Quels sont les axes d'amélioration? Le QPV, ça veut dire que proposez-vous? Que proposes-tu, toi, salarié, pour arriver à ça? En tout cas, voilà mon image. Il en fait ce qu'il veut, mais je crois que pour moi, c'est une conscience professionnelle d'aider ses collaborateurs dans ce sens-là. Alors, je vous ai mis pareil des exemples de questions. Comment vous vous sentez pour le collaborateur? Comment vous vous sentez dans votre poste actuel? Quelles sont les satisfactions? Quelles sont les insatisfactions? Voilà, vous en avez différentes. Si vous en manque, ben, vous pourrez me demander, je vous en donnerai d'autres. En tout cas, maintenant, on est dans le côté projet, perspective, pardon, de façon à aller de l'avant. Donc, je vous rappelle, vous devez informer tous les projets de la structure, qu'ils soient techniques, technologiques, organisationnels, etc. Les nouvelles recrues, les départs en retraite, les nouvelles activités, les nouvelles missions. Tout ce qui va avoir une influence, ou qui peut avoir, qui pourrait même, j'ai envie de dire, avoir une influence sur le poste du collaborateur, il doit en être informé. Je rappelle bien qu'attention, les souhaits de formation exprimés ne peuvent être en aucun cas considérés comme une demande officielle de formation. Après, il y a des procédures particulières pour la demande officielle de formation. Alors, c'est là où vous devez être aussi informé, puisque vous allez devoir les informer sur tous les dispositifs de formation et d'accompagnement qui existent. Donc, vous renseignez sur le plan de tout ce qui peut exister dans le cadre du plan de formation, tout ce qui existe dans le cadre de la période de professionnalisation. Vous pouvez avoir quelqu'un qui demande à poursuivre et passer voilà, acquérir de nouvelles compétences, voire passer un diplôme et passer un contrat pro chez vous. On voit même des gens qui sont depuis 5-6 ans dans une entreprise qui du coup maintenant disent je veux passer mon, mon diplôme d'ingénieur. À partir de ce moment-là, il démarre un contrat pro, toujours chez le même employeur, en préparant un diplôme d'ingénieur par exemple. Connaître les conditions dans lesquelles on peut avoir un congé individuel de formation, les fameux CIF, aider les personnes à leur dire comment on fait la demande, comment ça se passe, etc. Leur présenter également le bilan des compétences, qui reste, lui, dans le cadre... Alors, tout ça, en fait, c'est dans le cadre... Le bilan de compétences reste dans le cadre du... Pas le bilan de compétences, pardon, la VE reste dans le cadre du CPF. Les VAE, validation des acquis de l'expérience. Donc, je vous rappelle que cette année, il y a il va y avoir une refonte de la VAE puisque Manuel Valls a demandé à tout un comité de travailler là-dessus, en fait, à quoi elle sert, combien de fois elle a été utilisée, etc. Et les prochaines journées formation, les prochaines journées MERL portent sur la VAE et quelle est la valeur de l'expérience des acquis qui va avoir lieu, qui va se tenir là prochainement, très prochainement dans le cadre de ces fameuses journées d'université de la formation. Le CPF, qui est donc tout nouveau par contre dans le cadre de cette réforme de la formation professionnelle, le CPF donc qui est un dispositif qui va viser maintenant à avoir une certification. Le CPF est donc un cadre dans lequel le salarié va faire une demande de formation. Vous n'êtes pas forcément tenu informé, ce serait plutôt intéressant que vous le soyez, mais ça n'est pas obligatoire s'il fait sa formation en dehors du temps de travail. S'il l'a fait pendant le temps de travail, bien sûr, vous êtes informé puisqu'il faut lui donner l'autorisation de la faire. Le CPF, donc,
Tous vos salariés, j'espère qu'ils l'ont fait, sinon rappelez-leur, doivent avoir ouvert leur compte sur mon compte point de formation.gouv, mon CPF. Et là, c'est vos salariés qui vont aller ouvrir le compte, le saisir, donc leur nom, leur numéro de sécu, je crois, et qui vont enregistrer le reste des heures de DIF qu'il leur restait au 31 décembre 2014. Mais ces heures de DIF ne vont pas se cumuler avec le CPF, même si elles rentrent dans le CPF, c'est-à-dire qu'ils ont le solde des heures de DIF, ils doivent devoir utiliser avant fin 2020, sinon ces heures seront perdues. Mais le CPF, lui, va commencer à comptabiliser 24 heures par an, bon, jusqu'à arriver à 150 heures. Le DIF, c'était 120 heures, le CPF, c'est 150 heures. Et la nouveauté également, c'est ce conseil en évolution professionnelle qui vise à favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel, c'est-à-dire pour des salariés qui ne savent pas comment s'y prendre, quoi faire, qu'est-ce qui existe comme type de formation à disposition. Ils ont droit donc à avoir des entretiens avec leur CEP, leur conseil en évolution professionnelle, que vous retrouvez auprès des OPCA en règle générale. Et ces entretiens sont totalement anonymes, donc s'ils ont peur de vous en parler ou quoi que ce soit, informez-les de ces CEP pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils aillent leur parler. Les entretiens sont gratuits, sont faits par des professionnels qui leur expliqueront toutes les possibilités qui s'offrent à eux et les démarches à suivre. Alors, plan de développement, pareil, je vous ai mis des questions à poser. Pour pouvoir être plus à l'aise, mais sinon, bon, le guide d'entretien vous aidera. Soyez une chose sûre, soyez propre, net, bienveillant, répondre clair, réaliste, pas de promesses, pas de fuite en avant. Avoir vraiment un comportement assertif, ne pas manipuler les gens de façon à être le plus clair possible avec son salarié. Lui le sera avec vous. Et bien sûr, rester en parfaite harmonie aussi avec votre propre stratégie en interne ou une stratégie de groupe, j'en sais rien, et avec les contraintes que vous pouvez avoir au sein de votre structure. La conclusion, pour reformuler les termes de l'entretien, c'est à vous de le faire. Assurez-vous qu'il a bien exprimé tout ce qu'il souhaitait, ça c'est intéressant. C'est vous qui allez remplir la grille d'entretien. Devant lui, on le fait proprement, on la relie ensemble, il la signe, vous la signez, vous faites une photocopie devant lui, vous remettez l'exemplaire à votre collaborateur et vous lui annoncez la suite qui sera donnée, parce que vous n'avez pas forcément la réponse tout de suite, mais dans le mois qui court, qui suit, vous allez les informer de la suite qui va être donnée à l'entretien. Voilà, vous lui remettez un accord, une synthèse, vous transmettez un service au-dessus s'il y a besoin, si c'est des chefs de service, donc ils font passer les entretiens. Et vous proposez bien sûr un rendez-vous de suivi en fonction de tout ce qui a été exprimé lors de l'entretien. Voilà, 42, Fabien, je ne suis pas trop mal dans mon timing, sur les 3 quarts d'heure que j'avais. Vous retrouverez les 7 commandements de l'entretien professionnel. Et bien sûr, je vous souhaite plein de réussite dans vos entretiens. Si vous avez besoin d'approfondir vos connaissances, vous avez toutes mes coordonnées, vous avez mon site internet, vous m'appelez, vous avez mon numéro de portable. J'y répondrai bien volontiers. Voilà. Alors, si je regarde les questions, Mylène, pourrez-vous nous transmettre à l'écrit ces objectifs? Oui, bien sûr. Dans le cadre de la loi NOTRe, si dans l'année, il peut y avoir des chamboulements dans la stratégie, que faire? On ne pourra pas annoncer la stratégie d'entreprise. Non, effectivement. En revanche, il est intéressant de leur dire que justement, il y a des chamboulements en cours et que vous n'avez pas la réponse, mais que donc, au moins il y a l'honnêteté de leur dire qu'il y a des chamboulements, puisqu'il y en a certains, ils ont l'impression qu'on leur cache même qu'il y a des chamboulements et qu'ils le sentent bien, et que dès que vous avez des informations, vous revenez vers eux. Et si vous dites, ben, en novembre, j'aurai plus d'informations, en novembre, on refixe déjà un deuxième rendez-vous, même si ce n'est pas un vrai entretien professionnel. Il semble qu'un inconnu tel que la loi NOTRe doit faire partie des éléments à partager avec ses salariés.
Ne pas en parler serait davantage anxiogène pour les membres de son équipe, me semble-t-il. Fabien, tu peux m'aider? Ouais, Mylène, ce que je te propose, donc si tu peux couper ton micro, juste, et je vais te faire un peu la synthèse de deux, trois questions qui sont restées sans réponse sur le chat. Et puis comme ça, tu D'accord. vas avoir toute liberté de prendre la parole pendant ces dernières minutes, donc pour apporter un maximum d'éclairage. Donc par rapport à la loi NOTRe, effectivement, c'est une question de Delphine Vallard dans le Béarn, par rapport à justement le fait, oui ou non, est-ce qu'il est important à l'occasion de ces entretiens professionnels de partager notamment les inconnus liés à la loi NOTRe, et puis surtout bah, les inconnus liés aux incidences que ça peut avoir au sein de la structure. Donc moi, ce que j'ai indiqué dans le chat, en fait, plus ce genre d'inconnu est partagé auprès des salariés, plus finalement ça leur permettra aussi de se sentir concernés par les éventuels impacts et les éventuelles répercussions d'une loi comme celle de la loi NOTRe. Euh, Après, donc, les deux questions. Alors, j'ai David Guilbeault de l'Office de tourisme de Jonzac qui demandait en gros, est-ce que les aspects liés à la formation, au souhait de formation professionnelle, sont des points à évoquer quand même lors de l'entretien annuel, ou est-ce que c'est vraiment une exclue lors de l'entretien professionnel? Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est par rapport à l'entretien professionnel et à son déroulement. Est-ce qu'on peut imaginer, donc là en l'occurrence c'est Sylvie Fidon qui posait cette question, est-ce qu'on peut imaginer euh, attacher ou en tout cas faire passer les deux types d'entretien, à la fois l'entretien pro et l'entretien individuel, le même jour, au même moment, avec son salarié? Voilà les deux questions qui étaient restées sans réponse. Donc le temps que tu D'accord. Alors, réenclenches le micro, je vais te laisser répondre et puis je vais parcourir le chat s'il y en a d'autres. on n'est plus obligé d'évoquer les aspects formation lors de l'entretien annuel, puisque justement cet entretien professionnel en fait l'objet. Maintenant, rappelez-vous que vous allez avoir des salariés qui vont continuer à passer l'entretien annuel, mais pas l'entretien professionnel forcément, parce que si vous avez un salarié qui est là que depuis un an, vous avez encore le temps de lui, puisqu'il n'a pas 2 ans d'ancienneté dans votre structure, vous n'êtes pas obligé de lui faire passer l'entretien professionnel avant le 7 mars. Et donc, dans ce cas-là, vous continuez à parler de formation. Maintenant, vous pouvez en parler, enfin, on n'interdit pas de parler de la formation dans l'entretien annuel, mais vu que vous allez avoir le deuxième entretien, bon, moi je serai vous, je m'économiserai du temps et je resterai dans la logique, j'en parlerai à l'entretien professionnel. Alors, concernant le détachement, alors j'ai des entreprises là qui ont fait des entretiens professionnels séparés de l'entretien annuel et j'en ai d'autres qui font l'entretien annuel, qui font une pause et hop, on va boire un café et on repart et on fait refait 1 heure et demie d'entretien professionnel. Alors d'une part, je trouve, alors c'est possible, hein, là vraiment vous êtes libre. Maintenant, quand on a passé 1 heure et demie, 2 heures d'entretien avec un salarié, ben, je pense qu'on n'est pas forcément toujours dans les très bonnes dispositions, ou en tout cas au top des dispositions pour continuer et enchaîner, faire passer 1 heure et demie d'entretien professionnel. Au total, ça fait 3 heures. Mais si effectivement vous en sentez capable et votre salarié, aussi toujours penser à lui, s'il en a la capacité, la motivation et qui dit oui, oui, j'ai envie qu'on enchaîne, enchaîner. Moi, j'ai pas de débat. Mais qui est bien cette cassure officielle avec une pause de 20 minutes. Et puis, tout dépend aussi si dans l'entretien annuel, ben, vous devez recadrer ou exprimer des mécontentements par rapport à l'atteinte des objectifs, des résultats ou des efforts pas faits. C'est peut-être pas le moment de faire en enchaînant un entretien professionnel parce que je pense que vous pouvez avoir des émotions négatives et un peu d'agacement. Il faut vraiment euh, qu'il soit sur un ton convivial, cet entretien professionnel. En tout cas, vous avez la possibilité de le faire à la suite. Moi, je vous conseillerais de le faire détaché. Mais je sais qu'il y en a qui le font en suivant. S'il n'a pas été possible de faire l'entretien avant le 7 mars, le rendez-vous fixé au salarié doit être reporté. Comment le fait-on? De quelle manière? Ben, si vous avez effectivement une raison valable, j'ai envie de dire, de repousser cet entretien, ben, repoussez-le.
on ne vous sanctionnera pas parce que vous l'avez fait passer au mois d'avril, alors que vous l'aviez prévu avant le 7 mars, et qu'il y a eu des soucis et des problématiques. Maintenant que ça soit des vrais soucis et des vraies problématiques, parce que si c'est juste une question de gestion d'emploi du temps, ou c'est parce qu'une réunion vient se greffer, etc., c'est pas tout à fait entendable. Alors, moins de 50 salariés, je vous rappelle, vous ne serez pas forcément sanctionné, mais d'un point de vue, moi je me positionne, je suis le salarié, mon patron m'a fixé mon rendez-vous d'entretien professionnel, je suis contente, chic, on va pouvoir en parler, et puis il me l'annule parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a un ci, parce qu'il y a un là. Je me dis, il n'a pas très envie, quoi. Attention à l'image du collaborateur qu'il peut avoir de vous par ce genre d'acte. Mais sinon, c'est possible, il n'y aura pas, bien sûr, de sanctions particulières, puisque la bonne volonté est quand même là de lui faire passer. Fabien, je te redonne le micro. Oui, alors deux autres petites questions par rapport au CPF. En l'occurrence, donc, est-ce que les CPF peuvent être ouverts pour le compte des salariés ou chacun finalement se débrouille à ouvrir son propre compte sur la plateforme? Bon, par rapport à ça, on est dans, je pourrais même y répondre, c'est-à-dire que en gros, comme le souhaite la réforme, donc dans le cadre de cette réforme de la formation professionnelle, c'est vrai qu'il y a une volonté aussi via la réforme d'autonomiser en fait finalement le parcours de chaque individu et finalement qu'il soit lui-même acteur de son parcours professionnel. Donc en fait un compte sur cette plateforme pour ouvrir son propre compte sur la plateforme que j'ai partagé d'ailleurs, hein, j'ai partagé le lien sur le chat, moncompte.gouv.fr. Donc ça reste à l'initiative du salarié. Comme le rappelait Mylène, je crois qu'il y a aussi le numéro de Sécu sociale à renseigner. Donc voilà, on est vraiment sur une démarche individuelle. Après, l'autre question par rapport à ça, c'était savoir si on pouvait faire une recherche pour savoir s'il y avait déjà eu un compte ouvert pour une personne. Alors là, j'ai pas forcément de réponse. J'avoue que j'en sais pas plus. Alors après, j'aimerais savoir si, par rapport à cette question, c'est faire une recherche par rapport à un de ses salariés ou faire une recherche par rapport à son propre cas de figure. C'est vrai qu'il n'y avait pas de précision dans la question. En tout cas, une chose est sûre, c'est que au mois de mars de cette année, mars 2016, normalement, la Caisse des dépôts, hein, qui est derrière cette plateforme du CPF, communique auprès de chaque individu, de chaque personne qui a créé son compte, communiquera sur le nombre d'heures qu'il aura acquises en fait au titre de son CPF et éventuellement en mentionnant aussi l'historique lié au nombre d'heures diff. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Salariés. Non, c'est vraiment l'objectif de cette réforme, c'est que les salariés prennent en charge enfin leur parcours, prennent en main leur parcours professionnel, qui se responsabilisent eux. Donc, c'est à eux à ouvrir leur compte professionnel. Ceci dit, j'ai encore aidé il y a 15 jours des ouvriers agricoles. Je les ai mis à côté de moi où on a ouvert leur compte parce que ben, ils savent même pas se servir certaines d'Internet. En tout cas, là, les 3 personnes que j'avais ne savaient même pas se servir d'un ordinateur. Donc voilà, je les ai accompagnés, ils m'ont donné leur numéro de sécu, je leur ai montré où c'était, c'est eux qui ont saisi et maintenant je leur ai mis dans les favoris. Bon, il faut quand même les initier à ça. Je pense que quand on rappelle aux gens de le faire, ils le font en règle générale. C'est plutôt un oubli qu'un refus de le faire. Et si ça ne veut pas, oui, bien sûr, accompagnez-les à le faire. Pour savoir si un compte a déjà été ouvert, ben, tout simplement, quand vous avez sur le compte, vous voyez si votre nom apparaît ou pas, parce qu'avec le numéro de sécu, automatiquement, même pour les femmes mariées, ils ont retrouvé le nom de jeune fille, etc. Donc ça se voit assez facilement. Alors une réaction de Nicolas par rapport à son ressenti vis-à-vis de cette réforme avec ses dispositifs et tout ce que ça induit. Comment faire quand on n'a pas d'adjoint expert et d'aide extérieure sur ce sujet où finalement c'est vrai que plus on se renseigne sur la réforme de la formation, plus ça peut apparaître compliqué. Alors après,
Moi, je pense que Nicolas, au vu déjà des outils, hein, des outils partagés pour le réseau, et puis donc au travers notamment des grilles de préparation des entretiens, des grilles de synthèse également de ces entretiens, je pense que déjà ça permet aussi d'y voir peut-être un peu plus clair dans votre mallette, mallette RH en tant que manager. Après, l'autre point, je pense que ce qui est important aussi de mentionner ici, c'est peut-être le rôle de l'OPCA aussi, le rôle notamment d'AGFOS PME, l'OPCA de la branche, où normalement chaque structure, en tout cas qui cotise à GFOS, a un conseiller ou une conseillère, et donc avec laquelle il peut y avoir finalement un échange et peut-être des demandes de précision s'il y a des choses qui sont pas trop bien maîtrisées ou en tout cas qui méritent de plus amples explications. Voilà, et puis nous, dans la limite de ce qu'on peut apporter aussi, mais c'est vrai que, en tout cas, sur la compilation des questions qui se posent et que les managers se posent dans le réseau, on pourra aussi s'efforcer de répondre à des questions où on n'a pas forcément les réponses, mais on essaiera se faire en sorte aussi d'alimenter notamment une foire aux questions qu'on a mis en place avec Florent Guittard, une foire aux questions donc sur le site ressources de la MOPA, qui revient précisément sur des questions que les collègues nous ont posées, où on n'avait pas forcément les réponses. Et donc, en fait, cette foire aux questions, pour but aussi de partager un petit peu les inconnus, ou en tout cas les précisions qui sont souhaitées par rapport à cette réforme. Il y a eu une question par rapport au CEP. Je vous partagerai aussi l'adresse URL du site internet où justement on peut aller se renseigner finalement qui sont les conseillers en évolution professionnelle, donc qui peuvent vous permettre, vous ou vos salariés, d'avoir des précisions et des informations on va dire sur tout ce qui est de l'ordre de la formation, ce qui peut être éligible au titre du CPF, ce qui peut être les établissements et les organismes de formation qui peuvent finalement dispenser aussi des actions qui seraient souhaitées et qui remonteraient finalement de vos structures. Vous avez de l'aide dès que vous allez sur votre branche professionnelle et que sur mon compte emploi.gouv, vous verrez les dispositions des formations qui ont été déjà habilitées dans le cadre du CPF. Mais rassurez-vous, on n'est qu'au tout début, qu'à l'ébauche, donc il n'y a quasiment rien de rempli pour l'instant. Il va s'y en créer au fur et à mesure des années qui arrivent. C'est parce qu'on est au tout début de cette fameuse réforme et beaucoup d'organismes de formation sont en train et les accords, enfin pardon, les personnes concernées, les entreprises, les syndicats professionnels, les syndicats d'employés sont en train de créer des types de formations qui seraient utiles pour l'évolution de leur structure, de leur branche, de leur marché. Donc ça va venir. Et après, et donc vous les verrez, elles seront carrément disposées dans la liste du CPF. Et après, concernant les CEP également, vous avez vraiment les informations qui sont dans la boîte à outils, que ce soit je crois que la MOPA les a, mais également des AGFOS, où vous trouvez les CEP et vous pouvez informer vos salariés déjà. Ils les ont, il y en a partout, il y en a à Pôle emploi, il y en a dans l'émission locale, il y en a à l'APEC, il y en a par des opérateurs choisis par le conseil régional, il y en a à l'OPACIF, il y en a à Cap emploi, enfin, et vous appelez de toute façon votre cas et il vous aiguillera, il vous orientera. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on conclue ce web séminaire? En tout cas, je pense que pour compléter ce qui vient d'être dit par Mylène, je pense que c'est aussi notre rôle de faire remonter en tant que relais territorial, mais notamment donc auprès de la branche tourisme, notamment ces efforts et cette nécessité peut-être de faire remonter des besoins et des thématiques de formation qu'on pourrait retrouver comme étant éligibles au titre du CPF. Je pense que ça, c'est vraiment un chantier prioritaire à mon sens pour le réseau. Besoin d'informations plus particulières avec exactement ce qui rentre dans le cadre du CPF. Par exemple, des normes juridiques, je sais pas, par exemple, le salarié vous fait une demande, on va dire dans le cadre du CPF. Si la formation est inférieure à 6 mois, vous avez 60 jours. Oui, c'est ça, vous avez il a 60 jours. Oui, il doit faire sa demande 60 jours avant le début de la formation.
Si elle est supérieure à 6 mois, il doit faire la demande 120 jours avant. Soit moi, je peux vous faire un récapitulatif de tous ces points importants, ou soit de toute façon, vous les retrouvez aussi sur votre page. À vous de nous dire et de ce que vous préférez. Alors si je vois qu'il y a Nicolas, Monseigne, Aurore qui sont en train d'écrire, donc ça sera on va dire les dernières questions. Non, ils se sont rétractés. Bon, j'espère en tout cas, un immense merci à toi, Mylène, de nous avoir donc partagé ces éléments sur l'entretien professionnel. Donc, comme Mylène l'a rappelé, donc ça sera donc la présentation et puis tout ce qui peut agrémenter votre mallette RH, tout ce qui est relatif à l'entretien pro et le compte personnel de formation, enfin tous ces éléments-là. On vous les partagera aussi suite à ce web séminaire, donc soit dans la journée, soit demain au plus tard. Donc voilà, donc ça c'était pour conclure. Mylène, un dernier mot au réseau, donc à la trentaine de managers qui ont suivi ce web séminaire en direct. Un dernier Vous mot d'avoir pour eux? été, de vous être connecté. Voilà, bonne réussite. Je vous rappelle, je reste voilà à votre disposition si vous avez des questions. Sollicitez-moi. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone portable. Ça fait partie du service après-vente web séminaire. Et ben, j'espère au plaisir de vous rencontrer les uns les autres. Bonne journée. Bon, merci à tous en tout cas.